Le silence était lourd ce jour-là. Pas le silence habituel d'une église remplie de visages graves, mais un silence plus dense, presque irréel. Celui qui s'installe quand quelque chose reste suspendu, quand une vérité n'a pas encore été dite. Le jour des funérailles de Bruno Salomon, la France pensait venir dire adieu à un acteur aimé. Rien de plus, rien de moins. Pourtant, dès les premières minutes, quelque chose semblait différent. Les regards étaient plus fixes, les gestes plus retenus. Comme si, derrière l'hommage, une autre histoire attendait encore son moment. Une histoire que personne n'osait formuler, mais que certains semblaient déjà pressentir. Depuis l'annonce de sa disparition, une même formule revenait partout. Une longue maladie, sobre, discrète, presque trop parfaite. Mais que cachait-elle réellement? Et surtout, pourquoi ce silence, maintenu jusqu'au bout? Depuis l'annonce de sa disparition, les médias avaient repris les mêmes mots, presque sans variation. Une longue maladie, une formule que l'on croit comprendre mais qui en réalité ne dit presque rien. Elle protège, elle adoucit, elle évite les détails. Mais elle laisse aussi un vide, un espace que chacun remplit comme il peut avec ses suppositions, ses inquiétudes, ses intuitions. Très vite, quelque chose commence à déranger. Pas de précision sur la durée, aucun détail sur les derniers mois, aucun témoignage direct. Dans un paysage médiatique où tout est habituellement raconté, commenté, parfois même surexposé, cette retenue surprend, elle intrigue. Et puis, il y a elle, Audrey. Aucun message publié, aucun mot personnel, aucun passage à la télévision, aucune interview, rien. Un silence total, presque rigoureux. Certains y voient de la pudeur, une manière digne de traverser le deuil, d'autres commencent à se poser des questions. Car ce silence, avec le temps, ne semble plus simplement lié à la douleur, il paraît organisé, maintenu, comme s'il répondait à une logique que le public ne connaît pas encore. Pourquoi ne rien dire alors que tout un pays cherche à comprendre? Pourquoi ne pas partager, ne serait-ce qu'un fragment, une explication, un souvenir? Est-ce un refus ou une promesse? À mesure que les jours passent, les interrogations s'intensifient. D'abord discrètes, presque murmurées, puis plus présentes, sur les plateaux, dans les articles, sur les réseaux sociaux. Toujours les mêmes formulations reviennent. Quelque chose manque, on ne nous dit pas tout, ce silence est étrange. Mais personne n'a de réponse. Ce que l'on ignore encore, c'est que derrière cette absence de mots se cache une décision prise bien avant l'annonce officielle, une décision qui ne relève ni du hasard ni de l'improvisation, une décision réfléchie, assumée et surtout partagée. Lorsque l'on commence à remonter le fil des derniers mois, une autre réalité apparaît, plus discrète, plus sombre aussi. Loin des caméras, loin des interviews, loin des plateaux de tournage. La longue maladie, évoquée dans les communiqués, n'était pas une simple formule vague, elle avait un nom, un cancer déjà affronté par le passé, une première bataille que Bruno Salomon pensait avoir remportée, du moins suffisamment pour reprendre le cours de sa vie, de sa carrière, de ses projets. Mais à l'automne, les examens révèlent une récidive, plus agressive, plus rapide. Ce n'est plus une incertitude, c'est un compte à rebours. Très peu de personnes sont mises au courant. Le cercle se resserre, famille proche, quelques amis intimes, aucun communiqué public, aucun appel à la compassion, aucun récit partagé, rien. Selon plusieurs témoignages indirects, Bruno Salomon aurait exprimé très tôt une volonté claire, ne pas être réduit à sa maladie, ne pas devenir une figure fragile observée à travers le prisme de la souffrance. Il aurait refusé que chacune de ses apparitions soit interprétée comme un signe de déclin. Il voulait rester ce qu'il avait toujours été aux yeux du public, un acteur, rien de plus. C'est à ce moment-là qu'Audrey prend une place centrale, non pas seulement comme épouse, mais comme gardienne d'un choix. Ensemble, ils auraient décidé de ne rien dire, pas pour nier la réalité, pas pour manipuler l'opinion, mais pour préserver quelque chose de plus subtil, une image, une liberté, une forme de dignité. Pendant que les spectateurs continuent de le voir à l'écran, lui compose avec la fatigue, il ajuste son emploi du temps, il annule certaines obligations, discrètement, il apparaît moins souvent, mais lorsqu'il est là, il sourit, il joue, il continue.
À l'extérieur, rien ne semble vraiment différent, mais en coulisses, tout a changé. Chaque journée devient plus lourde, chaque déplacement demande plus d'énergie. Audrey, elle, voit ce que personne d'autre ne voit, les rendez-vous médicaux en toute discrétion, les nuits plus difficiles, les conversations où le temps n'est plus une abstraction mais une réalité mesurée. Et pourtant, ils tiennent la ligne. Autour d'eux, les rumeurs existent. On parle de fatigue, de besoin de repos, de projets repoussés. Rien d'alarmant, rien de précis. Audrey refuse systématiquement d'entrer dans les détails. Elle décline les demandes d'interview. Elle coupe court aux spéculations. Elle protège. Mais de quoi exactement? De la curiosité du public ou du regard que le public pourrait poser sur lui? Car ce que Bruno semblait redouter plus que la maladie elle-même, c'était la pitié, ce moment où le regard change, où l'on ne voit plus l'homme mais sa fragilité, où chaque geste devient suspect, chaque apparition interprétée. Il ne voulait pas cela. Il ne voulait pas que sa fin devienne un récit. Alors, il se taise. Mais garder le silence a un prix, et ce prix, il le paie jour après jour, dans cette vie parallèle que personne ne soupçonne. Une vie faite de retenues, de décisions invisibles, de choix que l'on ne partage pas. Et puis, quelques semaines avant sa disparition, un geste inattendu vient ajouter une nouvelle dimension à cette histoire. Un geste discret, presque invisible. Il se marie. Ce mariage, personne ne l'avait vu venir. Aucune annonce, aucun cliché, aucun communiqué, rien de ce qui habituellement accompagne ce type d'événement lorsqu'il concerne une figure publique. Seulement quelques proches, réunis dans un cadre intime, presque fragile, comme si tout devait rester contenu, maîtrisé, à l'abri des regards. Pour le public, rien ne change. Les apparitions restent rares, mais normales. Les images continuent de circuler sans que personne ne soupçonne ce qui vient réellement de se produire. Pourtant, pour eux, tout est déjà différent. Car ce mariage n'est pas une célébration tournée vers l'avenir. C'est un acte posé dans la lucidité. Au moment où ils s'unissent officiellement, ils savent. Les médecins ont parlé. Les traitements peuvent ralentir, parfois stabiliser, mais ils ne renversent plus le cours des choses. Le temps n'est plus une promesse. Il devient une donnée, une limite. Alors, pourquoi se marier à ce moment précis? La question, en apparence, peut sembler simple. Certains y verront un geste romantique, une envie de donner du sens aux derniers instants. Mais lorsque l'on regarde de plus près, quelque chose de plus profond apparaît. Ce choix n'est pas impulsif, il est réfléchi. Quand l'horizon se rapproche, on ne cherche plus à impressionner. On va à l'essentiel. Et pour Bruno Salomon, cet essentiel semble avoir eu un nom, Audrey. Formaliser ce lien, le rendre incontestable, pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan juridique. S'assurer que celle qui est là, chaque jour, chaque nuit, ne soit jamais reléguée au second plan, qu'elle soit reconnue, protégée, légitime. Ce mariage devient alors autre chose, pas une projection dans le futur, mais une manière d'organiser l'après, une manière de garder le contrôle, même lorsque tout échappe. Car accepter de s'unir dans ces conditions, c'est accepter de regarder la réalité en face, sans détour, sans illusion. C'est promettre, tout en sachant que le temps sera compté. C'est aimer, mais avec une conscience aiguë de la fin. Audrey, en acceptant ce mariage, accepte aussi autre chose, quelque chose de plus lourd, de moins visible. Elle accepte de porter un secret. Elle sait que le public ignore tout, que cette union ne sera pas comprise immédiatement, peut-être même jamais, du moins pas dans l'instant. Elle sait que ce moment, pourtant essentiel, restera invisible, qu'il ne sera révélé qu'après coup, quand tout sera terminé. Et c'est précisément ce qui se produit. Lorsque la nouvelle du mariage commence à circuler, après la disparition de Bruno Salomon, beaucoup y voient un geste bouleversant, une preuve d'amour, un symbole fort. Mais derrière cette lecture, une autre dimension apparaît. Ce mariage n'était pas seulement une déclaration, c'était une décision prise dans le calme, dans la lucidité, dans une forme de courage discret. Ce n'était pas une promesse d'avenir, c'était une manière de refermer une histoire avec dignité. Et pourtant, malgré cette préparation silencieuse, malgré cette organisation presque invisible de la fin, personne ne s'attend encore à ce que le véritable basculement se produise ailleurs, pas dans cette cérémonie intime, pas dans ce moment caché, mais bien en public, le jour des funérailles.
car c'est là, précisément là, que le silence va changer de nature. Jusqu'ici, il protégeait, mais ce jour-là, il va révéler. Le jour des funérailles, l'église est pleine bien avant l'heure. Des visages connus, des partenaires de scène, des amis de longue date, et puis des anonymes, venus simplement dire merci. L'atmosphère est digne, retenue. On parle de l'acteur, de son parcours, de ce sourire discret qui semblait ne jamais forcer. Tout se déroule comme prévu, comme dans tous les hommages. Mais ce sentiment persiste. Quelque chose manque. Depuis le début, il y a ce vide, cette impression que l'on n'a pas toute l'histoire. Et dans cette église silencieuse, cette sensation devient presque palpable. Puis Audrey se lève. Jusque-là, elle n'a presque rien dit publiquement. Son silence a été interprété de 1000 façons, de la pudeur, de la fragilité, peut-être même de la distance. Mais au moment où elle avance vers le bulletin, quelque chose change. Les regards se fixent, les murmures s'arrêtent. On comprend sans vraiment savoir pourquoi que ce moment ne sera pas ordinaire. Sa voix est calme, maîtrisée. Elle ne cherche pas à émouvoir, elle ne dramatise pas, elle raconte. Elle explique que Bruno savait, qu'il savait depuis plusieurs mois que la récidive ne lui laisserait pas beaucoup de temps, qu'il avait compris, bien avant les autres, que cette fois, la bataille ne se gagnerait pas comme la première. Une première fissure. Dans le silence de l'église, les mots prennent un autre poids. Ce qui était resté flou commence à se préciser. Mais Audrey ne s'arrête pas là. Elle marque une pause. Et puis, elle prononce une phrase simple, sans effet, sans emphase, mais qui traverse la salle comme une onde. Il ne voulait pas que vous le regardiez mourir. Il voulait que vous gardiez en mémoire un homme vivant. À cet instant précis, tout bascule. Ce silence, qui jusqu'ici pouvait sembler étrange, voire même dérangeant, prend un autre sens. Ce n'était pas une omission, ce n'était pas un manque, c'était un choix demandé par lui, un choix respecté par elle. Audrey poursuit. Elle révèle que Bruno avait refusé que son état soit rendu public. Pas de messages anticipés, pas de vagues de soutien liées à la maladie, pas de regards chargés de compassion lors de ses dernières apparitions. Il voulait continuer à travailler, à exister, à être jugé pour ce qu'il faisait et non pour ce qu'il subissait. Dans l'église, personne ne bouge. Certains baissent les yeux, d'autres essuient discrètement leurs larmes. Et peu à peu, une prise de conscience s'installe. Les dernières images que l'on garde de lui ne sont plus les mêmes. Chaque sourire, chaque apparition, chaque rôle, tout cela s'est produit alors que dans l'ombre, le temps était compté. Audrey parle aussi du mariage. Elle explique qu'ils ont choisi de s'unir lorsqu'ils ont compris que l'horizon se rapprochait. Non pas pour susciter l'émotion, mais pour affirmer un lien, pour organiser l'après, pour se protéger. Ce n'était pas un secret pour se cacher, c'était un secret pour protéger. Elle insiste sur ce point. Bruno ne voulait pas être défini par la maladie. Il ne voulait pas que sa fin devienne un récit public. Il voulait partir debout, sans exposition, sans mise en scène. Et c'est peut-être cela qui bouleverse le plus. Car ce qui est révélé ce jour-là n'est pas un scandale, ce n'est pas une polémique, ce n'est pas une vérité choquante. C'est une décision profondément humaine, une décision de garder le contrôle, de choisir ce que l'on montre et ce que l'on garde. En quittant le bulletin, Audrey ne cherche pas les regards, elle ne cherche pas les applaudissements, elle referme simplement une histoire que tout le monde pensait connaître, mais qui en réalité n'avait jamais été entièrement racontée. Et dans ce silence retrouvé, une question s'impose, plus forte que toutes les autres. Avons-nous vraiment compris ce que signifie protéger ceux que l'on aime ? Après les funérailles, quelque chose change. Pas immédiatement, pas de manière spectaculaire, mais lentement, presque imperceptiblement, le regard porté sur Bruno Salomon se transforme. Les hommages continuent, les extraits circulent, les scènes cultes réapparaissent sur les écrans, partagées, commentées, revisitées. Mais désormais, chaque image est traversée par une autre lecture. On ne regarde plus seulement un acteur, on regarde un homme qui savait. C'est peut-être cela qui trouble le plus, cette idée que, pendant que le public riait, s'émouvait, applaudissait, lui, de son côté, composait avec une réalité invisible, une réalité que personne n'imaginait, une réalité qu'il avait choisi de ne pas partager. Les dernières apparitions prennent un sens différent.
Ce sourire que l'on trouvait simplement discret était-il déjà marqué par la fatigue? Ce regard que l'on disait concentré cachait-il autre chose? Et ces absences que l'on expliquait par des choix professionnels étaient-elles en réalité dictées par une contrainte plus lourde? Rien n'est affirmé, mais tout semble désormais chargé d'une autre densité. C'est le propre des histoires révélées après coup. Elles redessinent le passé, elles modifient la perception, elles obligent à reconsidérer ce que l'on croyait évident. Et dans ce cas précis, ce qui bouleverse, ce n'est pas seulement la maladie, c'est le choix de ne pas en faire un récit public. Dans un monde où la transparence est devenue presque automatique, où la vulnérabilité est souvent exposée comme preuve d'authenticité, ce silence dérange autant qu'il fascine. Pourquoi ne rien dire? Pourquoi refuser ce qui, aujourd'hui, est presque attendu? Car il faut le reconnaître, le public s'est habitué à autre chose, à des confidences, à des récits partagés, à des combats médiatisés, à des témoignages qui permettent de suivre, presque en temps réel, l'évolution d'une maladie, d'une souffrance, d'une lutte. Cela crée du lien, de l'empathie, mais cela crée aussi une forme d'habitude. Et lorsque cette habitude est brisée, lorsque quelqu'un choisit de ne pas jouer ce rôle, cela interroge. Bruno Salomon et Audrey ont pris la décision inverse. Ils ont choisi la retenue, ils ont choisi la frontière, ils ont choisi de garder pour eux ce qui leur appartenait. Mais ce choix, une fois révélé, ne laisse pas indifférent. Certains y voient une preuve de dignité, une manière de rester fidèle à soi-même, de ne pas céder à la pression implicite de tout partager. D'autres, au contraire, se demandent s'il n'aurait pas été plus juste, plus humain peut-être, de permettre au public de comprendre, d'accompagner, de soutenir. Le débat n'est pas frontal, il est plus subtil. Il se glisse dans les commentaires, dans les discussions, dans les silences aussi. Car au fond, cette histoire ne parle pas seulement de lui, elle renvoie chacun à une question intime. Que ferait-on à sa place? Dirait-on tout? Ou choisirait-on comme lui de garder le contrôle jusqu'au bout? Et surtout, en a-t-on encore vraiment la possibilité aujourd'hui? Car la frontière entre vie publique et vie privée semble chaque jour un peu plus floue. Les attentes ont changé, le regard aussi. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire dérange autant qu'elle touche, parce qu'elle rappelle une chose que l'on avait peut-être oubliée. Le silence peut être un choix difficile, un choix coûteux, mais un choix. Ce qui trouble dans cette histoire, ce n'est pas seulement ce qui a été caché, c'est la manière dont cela a été. Car il ne s'agit peu d'un mensonge, pas d'une dissimulation au sens classique. Personne n'a été trompé directement, aucune fausse information n'a été diffusée. Il n'y a eu aucune mise en scène, pas de récit fabriqué. Il y a eu un choix de ne pas dire. Et cette nuance change tout, car se taire, ce n'est pas forcément mentir, mais dans un monde où l'on attend des figures publiques qu'elles partagent, expliquent, dévoilent, ce silence peut être perçu comme une rupture, une forme de résistance. Audrey, en particulier, se retrouve au centre de cette perception. Pendant des jours, son silence a été analysé, interprété, parfois même critiqué. Pourquoi ne pas s'exprimer? Pourquoi ne pas accompagner le public dans ce moment? Pourquoi rester en retrait alors que tant d'autres auraient pris la parole? Mais après les funérailles, après cette phrase, après cette révélation, le regard change. Son silence n'était pas une absence, c'était une fidélité. Elle n'a pas parlé non pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce qu'elle avait choisi de ne pas le faire, parce qu'elle respectait une volonté, parce qu'elle portait une promesse. Et tenir cette promesse, jour après jour, face à l'attente, face à la pression, face aux questions, demande une forme de force que l'on sous-estime souvent. Car se taire, dans certains contextes, est plus difficile que parler. Il faut résister à l'envie d'expliquer, à la tentation de soulager, à la pression de répondre. Il faut accepter d'être incompris, au moins temporairement, d'être jugé parfois, mal interprété. Audrey a traversé cela. Elle a vu les spéculations, les hypothèses, les incompréhensions, et elle a continué à se taire, non pas par faiblesse, mais par cohérence. Et c'est ce qui donne rétrospectivement une autre dimension à son geste lors des funérailles. Car lorsqu'elle prend la parole, ce n'est pas pour corriger une erreur, ce n'est pas pour se justifier, c'est pour rétablir le sens, pour que l'on comprenne que derrière ce silence, il y avait une intention, une logique, une décision partagée. Elle ne révèle pas pour choquer, elle révèle pour expliquer. Et cette différence est essentielle, car dans beaucoup d'histoires publiques, la révélation est un moment de rupture, de scandale, parfois même de confrontation. Ici,
Rien de tout cela. Pas de tension, pas d'accusation, pas de retournement spectaculaire. Seulement une mise en lumière. Une lumière posée sur ce qui était resté dans l'ombre. Et c'est peut-être pour cela que l'émotion est si forte. Parce qu'elle n'est pas provoquée, elle n'est pas construite. Elle apparaît presque naturellement lorsque les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Ce que le public découvre, ce n'est pas une vérité cachée pour manipuler, c'est une vérité retenue pour protéger. Et cette nuance, une fois comprise, change profondément la manière dont l'histoire est perçue. Le silence d'Audrey cesse d'être un mystère. Il devient un acte de loyauté, un acte d'amour, mais aussi un acte de résistance face à une époque qui valorise l'exposition permanente. Une époque où ne pas dire est presque suspect, où garder pour soi est parfois interprété comme un refus de jouer le jeu. Alors, cette histoire pose une autre question, plus large, plus inconfortable aussi. Avons-nous encore le droit de ne pas tout partager? Ou bien sommes-nous devenus dépendants d'un modèle où chaque émotion, chaque épreuve, chaque fragilité doit être exposée pour exister? Dans ce contexte, le choix de Bruno Salomon et Audrey apparaît presque comme une exception, une anomalie, mais peut-être aussi comme un rappel que tout ne nous appartient pas, que certaines histoires, même lorsqu'elles concernent des figures publiques, peuvent conserver une part d'ombre, une part de silence, et que ce silence, loin d'être vide, peut contenir bien plus que des mots. Avec le temps, ce n'est plus seulement l'histoire d'un acteur qui reste, c'est une manière de partir. Bruno Salomon n'a pas quitté la scène dans le bruit, il n'y a pas eu de récit progressif de la maladie, pas de témoignages réguliers, pas de moment où le public a été invité à suivre, presque en temps réel, l'évolution de son état. Il n'y a pas eu de préparation collective à sa disparition. Et pourtant, lorsqu'elle est arrivée, elle a touché, peut-être même différemment, parce qu'elle n'avait pas été anticipée, parce qu'elle n'avait pas été mise en récit, parce qu'elle est surgue, presque intacte, sans médiation. Et dans ce surgissement, quelque chose de plus brut, de plus sincère s'est imposé. Ce que le public a découvert ce jour-là, dans cette église silencieuse, ce n'était pas seulement la vérité sur une maladie, c'était la preuve qu'il est encore possible de choisir. Choisir comment on veut être vu, choisir ce que l'on montre, et surtout, choisir ce que l'on garde. Car au fond, c'est peut-être cela qui reste le plus difficile à accepter, l'idée que quelqu'un puisse décider de ne pas tout partager, qu'il puisse tracer une ligne, dire « ceci est public et ceci ne l'est pas ». Dans un monde où cette frontière semble disparaître chaque jour, ce geste prend une dimension particulière. Il dérange, parce qu'il échappe aux règles implicites. Il touche, parce qu'il rappelle quelque chose de profondément humain. Bruno Salomon a refusé de devenir une image de souffrance. Il a refusé que sa fin soit observée, commentée, analysée. Il a voulu rester jusqu'au bout dans une forme de cohérence avec ce qu'il était. Un homme discret, un acteur avant tout. Et Audrey, elle, a tenu cette ligne, jusqu'au dernier moment. Elle a porté ce silence comme on porte une responsabilité, sans le trahir, sans le contourner, même lorsque cela signifiait être incomprise, même lorsque cela signifiait laisser les autres imaginer, interpréter, supposer. Puis, au moment qu'elle a choisi, pas avant, pas après, elle a parlé, juste assez, pas pour tout dire, mais pour que l'essentiel soit compris. Et c'est peut-être cela qui donne à cette histoire sa résonance particulière. Elle ne propose pas une vérité spectaculaire, elle ne cherche pas à choquer, elle ne s'inscrit pas dans une logique de révélation sensationnelle. Elle propose une autre forme de récit, un récit où le silence a une valeur, un récit où l'absence de mots devient un message, un récit où l'amour ne se mesure pas à ce qui est montré, mais à ce qui est préservé. Alors, lorsque l'on repense à cette scène, cette femme debout face à une assemblée silencieuse, on ne voit plus seulement un discours, on voit un choix tenu jusqu'au bout. Et peut-être que sans le savoir, cette histoire nous confronte tous à une question plus intime qu'elle n'en a l'air. Si vous saviez que le temps vous est compté, diriez-vous tout au monde entier, ou choisiriez-vous comme lui de protéger ce qui vous reste? Il n'y a pas de réponse universelle, mais il y a dans ce silence quelque chose qui persiste, quelque chose qui interroge, et peut-être quelque chose qui nous concerne tous. Après cette révélation, une autre forme de silence s'installe. Un silence différent, moins opaque, moins troublant, mais peut-être plus profond encore. Ce n'est plus le silence d'un secret, c'est celui de la réflexion, celui qui vient lorsque l'on commence à mesurer ce que l'on vient d'apprendre. Car une fois l'émotion passée, une fois les mots d'Audrey assimilés,
quelque chose reste. Une gêne légère. Pas une incompréhension, pas un désaccord, mais une sensation plus diffuse, comme si cette histoire venait toucher un point sensible, quelque chose que l'on préfère souvent éviter. Car au fond, ce choix de ne pas tout dire ne concerne pas seulement Bruno Salomon, il nous concerne. Il interroge notre manière de regarder, notre manière d'attendre, notre manière de consommer les histoires des autres, en particulier lorsqu'il s'agit de figures publiques. Avons-nous, sans nous en rendre compte, développé une forme d'exigence permanente, une attente implicite que tout soit expliqué, partagé, rendu accessible? Dans les jours qui suivent, les réactions se multiplient. Certaines sont admiratives. On parle de dignité, de pudeur, de courage. On salue la cohérence, la force de rester fidèle à soi-même jusqu'au bout. D'autres, plus discrètes, expriment une forme de malaise. Non pas face au choix lui-même, mais face à ce qu'il implique. Car accepter ce choix, c'est accepter de ne pas tout savoir. Et cela, aujourd'hui, n'est pas si simple. Nous vivons dans un contexte où l'accès à l'information est immédiat, où les récits sont disponibles, détaillés, analysés, où chaque événement, chaque émotion, chaque épreuve peut être racontée, partagée, commentée en temps réel. Cette proximité crée une illusion. L'illusion que tout nous est accessible, l'illusion que tout nous est dû. Et lorsque cette logique est interrompue, lorsque quelqu'un décide de ne pas entrer dans ce schéma, cela crée une tension, une frustration parfois, un sentiment de manque. Mais ce manque dans cette histoire n'est pas une erreur, c'est une volonté. Bruno Salomon n'a pas refusé de parler par indifférence, il ne s'est pas éloigné par rejet, il a simplement choisi de ne pas transformer sa faim en récit public, de ne pas faire de sa maladie un sujet, de ne pas inviter le monde entier à assister à ce qui, pour lui, relevait de l'intime. Et Audrey a respecté cela, jusqu'au bout. Ce respect aujourd'hui apparaît comme une forme de fidélité rare. Une fidélité qui ne cherche pas à convaincre, à séduire ou à se justifier. Une fidélité silencieuse, mais constante. Et c'est peut-être cela qui rend cette histoire si particulière. Elle ne nous donne pas tout. Elle nous laisse avec des zones d'ombre. Mais ces zones d'ombre ne sont pas des manques à combler. Elles sont des espaces à accepter, des limites. Et dans un monde où les limites deviennent de plus en plus rares, cela a quelque chose de profondément déroutant. Alors, peu à peu, une autre lecture s'installe. Ce silence n'était pas un vide. C'était une forme de langage. Un langage discret, difficile à saisir, mais porteur de sens. Un langage qui ne cherche pas à expliquer, mais à préserver. Et dans cette préservation, il y a une idée qui se dessine. Peut-être que tout n'a pas besoin d'être montré pour exister. Peut-être que certaines choses gagnent en valeur précisément parce qu'elles restent invisibles. Et peut-être que dans cette invisibilité se trouve une forme de vérité que l'exposition permanente ne permet plus. Mais cette idée, aussi simple qu'elle puisse paraître, reste difficile à accepter pleinement. Car elle suppose un renoncement. Renoncer à tout comprendre. Renoncer à tout voir. Renoncer à tout savoir. Et accepter que certaines histoires ne nous appartiennent pas entièrement. Et c'est peut-être là que cette histoire prend toute sa dimension. Non pas dans ce qui a été révélé, mais dans ce qui ne le sera jamais. Car malgré les mots d'Audrey, malgré ce moment suspendu dans l'église, malgré cette vérité enfin partagée, tout n'a pas été dit, et tout ne le sera probablement jamais. Il restera toujours des instants que personne ne connaîtra, des conversations échangées à voix basse, des regards compris sans mots, des décisions prises dans l'intimité, loin de toute caméra, loin de toute attente extérieure. Des moments où le temps ralentit, où chaque minute compte différemment. Et ces moments-là n'appartiennent qu'à eux. C'est peut-être cela, au fond, que cette histoire nous rappelle avec le plus de force. Qu'il existe encore des espaces qui échappent. Des espaces que l'on ne peut pas capturer, ni commenter, ni analyser. Des espaces qui résistent à la logique du récit public. Et dans cette résistance, il y a quelque chose de profondément précieux. Car si tout devient visible, tout devient racontable, alors que reste-t-il de ce qui est vécu réellement ?
La frontière entre l'expérience et sa représentation se brouille. Et c'est précisément cette frontière que Bruno Salomon et Audrey ont choisi de maintenir, jusqu'au bout. Ils ont accepté de ne pas être compris immédiatement, d'être perçus comme distants, comme silencieux, peut-être même comme énigmatiques. Ils ont accepté ce décalage entre ce qu'ils vivaient et ce que le monde percevait. Parce que ce qui comptait, pour eux, n'était pas d'être compris, c'était d'être fidèles. Fidèles à une volonté, fidèles à une manière d'être, fidèles à une certaine idée de dignité. Et dans cette fidélité, il y avait une forme de cohérence qui dépasse les attentes extérieures. Aujourd'hui, avec le recul, cette cohérence apparaît clairement. Mais sur le moment, elle demandait du courage. Car il est toujours plus facile de suivre ce qui est attendu, de répondre aux questions, de partager, d'expliquer, de justifier. C'est ce que le public comprend le mieux, ce qu'il attend presque naturellement. Mais choisir de ne pas faire cela, c'est accepter une autre forme de regard. Un regard incomplet, un regard qui ne comprend pas tout. Et vivre avec ce regard sans chercher à le corriger immédiatement demande une forme de maîtrise rare. Alors, lorsque l'on repense à cette histoire dans son ensemble, elle ne se résume plus à une maladie tenue secrète, ni à un mariage caché, ni même à un discours bouleversant. Elle devient autre chose. Une réflexion. Une invitation à reconsidérer notre rapport aux autres, à leur histoire, à leur intimité, à ce que nous pensons avoir le droit de savoir. Car aimer un artiste, admirer une personnalité, suivre une carrière, ne signifie pas forcément entrer dans chaque détail de sa vie. Il y a une limite, une ligne invisible. Et cette ligne, nous avons peut-être pris l'habitude de la franchir sans même nous en rendre compte. Cette histoire nous oblige à la revoir, à nous demander si tout doit être accessible, si tout doit être expliqué, ou si, parfois, le respect passe aussi par l'acceptation de ce qui nous échappe. Et dans ce questionnement, une dernière image reste. Pas celle de la maladie, pas celle de la faim, mais d'un homme qui a choisi de partir sans bruit, sans exposition, sans transformer ses derniers instants en spectacle. Un homme qui a décidé de rester fidèle à lui-même, jusqu'au bout. Et à ses côtés, une femme, silencieuse, longtemps. Puis, au moment juste, debout. Pas pour tout révéler, mais pour donner du sens. Alors peut-être que la véritable question n'est pas de savoir s'ils ont eu raison ou tort. Peut-être que la question est ailleurs, dans ce que cette histoire révèle de nous. Si vous étiez à leur place, que choisiriez-vous? Dire pour être compris? Ou vous taire? Pour rester fidèle à ce que vous êtes jusqu'au dernier instant. Il y a des histoires qui se terminent par une révélation. Et puis, il y a celles qui continuent de résonner longtemps après. Celle de Bruno Salomon ne s'arrête pas avec son dernier souffle. Elle ne s'arrête pas non plus avec les mots prononcés dans cette église. Elle persiste, elle s'installe, elle revient parfois au détour d'une image, d'un extrait, d'un souvenir partagé. Parce qu'au fond, ce qui marque, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est la manière dont cela a été vécu, et surtout la manière dont cela a été caché. Car dans cette époque où tout semble devoir être montré, raconté, expliqué, il existe encore des histoires qui échappent, des histoires qui refusent de se livrer entièrement. Non pas par manque de sincérité, mais par excès de pudeur. Et cette pudeur, aujourd'hui, devient presque déroutante. On pourrait croire que le silence est une absence, mais ici, il était une présence constante, discrète, presque invisible, un fil conducteur qui relie chaque moment de cette histoire, du diagnostic à la récidive, des choix invisibles aux décisions finales, du mariage secret au discours public. Tout tient dans ce silence, un silence choisi, un silence tenu, un silence respecté. Et ce respect, finalement, devient le véritable cœur du récit. Respect de soi, respect de l'autre, respect de ce qui doit rester à l'abri. Car il y a une différence essentielle entre partager et exposer.
Partager, c'est offrir une partie de soi. Exposer, c'est parfois perdre le contrôle de ce que l'on devient aux yeux des autres. Bruno Salomon semble avoir refusé cela. Il n'a pas voulu que sa fin soit observée comme un spectacle. Il n'a pas voulu que ses derniers instants deviennent un contenu. Il a préféré rester dans une forme de cohérence, même si cela signifiait ne pas être compris immédiatement. Et Audrey, elle, a porté cette cohérence, sans la trahir, sans la contourner, sans céder, jusqu'au moment où parler devenait nécessaire. Pas pour tout dire, mais pour que l'essentiel ne soit pas déformé. Ce moment dans l'Église n'était pas une confession, c'était une transmission. Une manière de redonner du sens à ce qui jusque-là pouvait sembler incomplet. Et peut-être que c'est cela, au fond, qui rend cette histoire si forte. Elle ne nous donne pas une vérité brute, elle nous oblige à la reconstruire, à relier les éléments, à accepter qu'une partie nous échappe. Et dans cette reconstruction, quelque chose change. On ne regarde plus seulement Bruno Salomon comme un acteur disparu, on le regarde comme un homme qui a fait un choix difficile, un choix silencieux, un choix assumé jusqu'au bout. Et ce choix, qu'on le comprenne ou non, qu'on y adhère ou non, impose une forme de respect. Car il rappelle une chose simple, tout ne nous appartient pas, ni les histoires, ni les souffrances, ni les derniers instants. Et peut-être que dans cette époque saturée de récits, de confidences, de révélations, ce rappel est plus nécessaire qu'il ne paraît. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, ni de rejeter ce qui est partagé, mais simplement de réintroduire une idée, celle que le silence peut être une forme de vérité. Pas une vérité que l'on explique, mais une vérité que l'on ressent. Alors, lorsque l'on repense à cette histoire une dernière fois, ce n'est pas le bruit qui reste, ce n'est pas une polémique, ce n'est pas un scandale, c'est une absence habitée, un silence qui dit plus que des mots. Et peut-être que la véritable trace laissée par Bruno Salomon n'est pas seulement dans ses rôles, dans ses scènes, dans ses répliques, mais dans cette manière de disparaître, sans bruit, sans explication complète, mais avec une cohérence qui, elle, ne disparaît pas. Alors, une dernière fois, si vous saviez que le temps vous est compté, choisiriez-vous de raconter votre histoire au monde entier ou choisiriez-vous, comme lui, de garder une part intacte, jusqu'au bout ? Peut-être que la réponse importe moins que la question elle-même, parce que dans cette question, il y a déjà quelque chose de précieux, quelque chose que l'on ne peut pas imposer, quelque chose que l'on doit choisir, en silence. Et pourtant, même après tout cela, une sensation persiste, comme si l'histoire n'était pas complètement terminée. Pas parce qu'il manque des informations, pas parce qu'il resterait un secret à découvrir, mais parce que ce qui a été révélé ouvre quelque chose de plus vaste, quelque chose qui dépasse Bruno Salomon lui-même. Avec le recul, ce silence ne semble plus seulement être le sien, il devient presque un miroir dans lequel chacun peut se voir différemment. Car cette histoire ne nous force pas à prendre position, elle ne nous dit pas quoi penser, elle ne cherche pas à imposer une morale, elle pose simplement une situation, un choix, et elle nous laisse face à ce choix. C'est peut-être pour cela qu'elle reste, parce qu'elle ne se referme pas complètement. Elle continue d'exister dans les discussions, dans les réflexions, dans ces moments où l'on s'arrête un instant pour se poser une question que l'on évite souvent. Qu'est-ce qui nous appartient vraiment ? Dans une vie exposée, observée, comment décider de ce que l'on garde ? Où tracer la limite ? Et surtout, comment la tenir lorsque tout pousse à la franchir ? Bruno Salomon a tracé cette limite, et il l'a tenue. Sans bruit, sans justification, sans chercher à convaincre. Il ne s'est pas opposé, il ne s'est pas expliqué, il a simplement choisi. Et ce choix, par sa simplicité même, devient presque radical dans le contexte actuel. Car aujourd'hui, ne pas dire est perçu comme un manque, ne pas montrer est perçu comme une absence, ne pas expliquer est perçu comme une zone à combler. Mais si justement cette zone n'était pas faite pour être remplie, si elle existait pour autre chose, pour préserver, pour protéger, pour laisser exister quelque chose qui ne dépend pas du regard des autres. Alors peut-être que cette histoire ne parle pas seulement de silence, elle parle de liberté. La liberté de ne pas tout partager, la liberté de ne pas répondre à toutes les attentes, la liberté de rester fidèle à soi-même, même lorsque cela crée de l'incompréhension. Et cette liberté, aujourd'hui, a un prix, celui d'être jugé, celui d'être questionné,
celui d'être parfois mal compris. Mais elle existe, et Bruno Salomon l'a exercée, jusqu'au bout, sans jamais la transformer en message, sans jamais la revendiquer, simplement en la vivant. Et c'est peut-être cela, au fond, qui rend cette histoire si difficile à oublier. Elle ne nous laisse pas avec une conclusion, elle nous laisse avec une tension entre ce que l'on veut savoir et ce que l'on doit accepter de ne pas savoir, entre le besoin de comprendre et le respect du silence. Et dans cette tension, chacun trouve sa propre réponse, ou peut-être sa propre hésitation, car il n'y a pas de bonne manière de faire face à la faim, il n'y a pas de règle universelle, il y a seulement des choix. Et parfois, les choix les plus forts sont ceux qui ne font pas de bruit.